Nous sommes le 1er mai 1883. Heinrich Vogelsang, un commis marchand de 22 ans, entre dans la baie d'Angra-Pequena, aujourd'hui appelée la baie de Lüderitz. Au nom de son employeur, Adolf Lüderitz, il conclut un accord qui changera à jamais l'Allemagne et l'Afrique de l'Ouest. Il achète toute la baie, ainsi qu'un arrière-pays de 5 milles, au peuple Nama, pour seulement 200 vieux fusils et 100 livres anglaises. Une affaire véritablement avantageuse. Mais cela ne semble pas suffire. Grâce à une astuce, Vogelsang parvient à agrandir ce territoire par 16. Très vite, il s'étend sur une superficie équivalente à 1,5 fois celle de tout l'Empire allemand. En Allemagne, Vogelsang et Lüderitz sont alors célébrés comme des héros nationaux, car cela marque le début de la colonie la plus célèbre de l'Allemagne. L'Allemagne trouve enfin sa place au soleil. Bien qu'elle ne reste dans cette région qu'environ 30 ans, elle influence l'histoire de la Namibie jusqu'à aujourd'hui. Comment ont-ils réussi à s'emparer d'un territoire aussi vaste? À quoi ressemblait la vie dans la colonie? Et pourquoi la Namibie est-elle encore aujourd'hui si marquée par l'Allemagne? Toutes ces questions fascinantes seront explorées dans notre texte. Bonne lecture. Quelques mois après cette acquisition, Bismarck envoie le Nautilus, un navire canonnière, en mission d'exploration dans la baie de Lüderitz, afin d'inspecter ce nouveau territoire allemand. On remarque que le territoire négocié est mesuré en milles anglais, car cette unité de mesure était familière au peuple Nama. C'est ici qu'a lieu la première tromperie. Le contrat ne mentionne pas clairement qu'il s'agit de milles anglais, alors les Allemands utilisent simplement la mille géographique allemande, qui est 4 fois plus longue. Ainsi, le territoire s'agrandit rapidement. Armé de livres et de fusils pour le troc, Heinrich Vogelsang pénètre toujours plus loin à l'intérieur des terres. Pour 500 livres et 60 fusils, il achète toute la région jusqu'au fleuve Orange. À plusieurs reprises, les locaux sont dupés, mais ils ont peu de moyens pour résister aux Allemands déterminés. Les autres puissances coloniales, bien que certaines aient également des revendications sur la Namibie, ne peuvent pas davantage s'y opposer, étant trop occupées par leurs propres colonies. La stratégie de l'Allemagne est de s'étendre autant que possible dans un premier temps, pour régler plus tard les détails de possession par des traités. Ceci est finalement réalisé lors de la conférence de Berlin de 1884 et 1885. Toutes les grandes puissances coloniales y sont présentes, mais aucun représentant africain. Une des résolutions centrales est le principe de l'occupation effective, qui stipule qu'une puissance coloniale doit exercer un contrôle réel sur un territoire pour pouvoir le revendiquer. Ainsi, le territoire devient un protectorat de l'Empire allemand, appelé Afrique du Sud-Ouest allemande. La frontière nord avec l'Angola est négociée avec les Portugais et celle avec la colonie du Cap avec les Britanniques. En 1890, le traité Heligoland-Zanzibar entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne entre en vigueur. L'Allemagne cède Zanzibar, aujourd'hui en Tanzanie, et reçoit en échange l'île d'Heligoland et la bande de Caprivi. C'est pourquoi la Namibie a aujourd'hui des frontières si inhabituelles, bien que ce sujet ait déjà fait l'objet d'une vidéo séparée. L'Afrique occidentale allemande atteint maintenant sa taille maximale, et les Allemands commencent à établir une administration coloniale. La pierre angulaire de cette administration est la forteresse Groß Windhoek, qui deviendra la capitale actuelle de la Namibie, Windhoek. Diverses associations, comme l'Association coloniale allemande et la Société coloniale allemande, sont créées pour soutenir financièrement l'installation des Allemands dans le sud-ouest africain. Grâce à cela, le nombre d'émigrants augmente progressivement. En 1903, environ 2000 Allemands vivent en Afrique du Sud-Ouest. En 1909, environ 9000. Et en 1914, environ 14 800. Cependant, ces chiffres restent en deçà des attentes.
Le principal problème réside dans les conditions difficiles du sud-ouest aride de l'Afrique. La Namibie est principalement un désert et reste l'un des pays les moins densément peuplés au monde. Il y avait peu de terres disponibles pour une agriculture efficace, et la plupart des émigrants ne venaient que pour chercher rapidement de l'or. Les ressources limitées du pays ont rapidement entraîné des conflits entre les nouveaux arrivants et la population locale. En réponse, l'Empire allemand crée la troupe de protection allemande, une unité militaire chargée de défendre les intérêts allemands et de réprimer systématiquement toute résistance contre l'administration coloniale. À son apogée, cette troupe compte environ 15 000 soldats et applique une politique de terre brûlée. On préfère souvent tirer trop que pas assez. Le conflit entre les Allemands et les deux plus grandes populations autochtones, les Nama et les Herero, s'intensifie. En 1904, une rébellion ouverte éclate. Berlin envoie un corps expéditionnaire pour soutenir la troupe de protection. De violents combats éclatent et une grande partie des populations Herero et Nama périt dans les batailles, de maladies ou de travaux forcés. Entre 1904 et 1908, environ 70 000 personnes meurent lors de la répression des révoltes des Herero et des Nama. Les historiens qualifient ces événements de génocide. Ce n'est cependant qu'en 2015 que le gouvernement allemand a officiellement reconnu ces atrocités comme un génocide. Depuis lors, des négociations sur des réparations sont en cours, portant également sur de nombreux objets d'art volés, qui se trouvent aujourd'hui dans des musées et des instituts de recherche. En 1908, après ces conflits brutaux, la colonie est en ruine. Une grande partie de la population est morte, les terres agricoles sont détruites et l'économie est presque paralysée. Pourtant, cette même année, les premiers diamants sont découverts. Cette découverte déclenche une véritable ruée vers les diamants dans la colonie. Tout le monde veut tenter sa chance pour faire fortune rapidement. La colonie en profite énormément. D'ici 1914, plus de 150 millions de marques de l'Empire sont extraits. Et une taxe introduite en 1912 profite également à l'administration coloniale. Il semble alors que la colonie soit enfin rentable et capable de se maintenir par elle-même. Mais en 1914 survient un coup de tonnerre, le déclenchement de la Première Guerre mondiale. L'Union sud-africaine, membre de l'Empire britannique, déclare immédiatement la guerre à l'Empire allemand. Les Allemands sont désespérément en infériorité numérique, tant en effectifs qu'en équipement. Même avec des réservistes, des volontaires et des forces auxiliaires locales, l'armée allemande compte seulement 5 000 hommes, contre une armée sud-africaine de plus de 43 000 soldats. La colonie est envahie et le 9 juillet 1915, la guerre prend fin avec la capitulation de la troupe de protection. Par le traité de Versailles, la colonie est placée sous l'administration de l'Union sud-africaine. L'Afrique occidentale allemande appartient désormais à l'histoire. Cependant, même aujourd'hui, plus de 100 ans plus tard, de nombreuses traces allemandes subsistent. Par exemple, la langue allemande joue encore un rôle important. Jusqu'à l'indépendance de la Namibie en 1990, l'allemand était une langue officielle, aux côtés de l'afrikaans et de l'anglais. De nombreuses personnes âgées parlent encore l'allemand comme langue maternelle, et parmi les jeunes générations, certains l'apprennent comme langue étrangère. Plusieurs écoles proposent des cours d'allemand. Outre l'éducation, l'allemand est également présent dans les médias namibiens. Il existe des journaux et des stations de radio en langue allemande, qui sont des sources d'informations importantes pour la communauté germanophone, les touristes et ceux qui apprennent l'allemand. Sur le plan architectural, l'influence allemande est visible partout. Un exemple notable est l'église du Christ, consacrée au début du XXe siècle et maintenant classée monument national. Des offices en allemand y sont encore célébrés. Dans des villes comme Lüderitz et Swakopmund, souvent appelées le joyau allemand, on trouve de nombreuses architectures allemandes. Les bâtiments colorés de style Art Nouveau, semblables à des décors de cinéma, sont particulièrement célèbres. Les traditions et festivals allemands sont également toujours présents.
Le plus connu est l'Oktoberfest annuel à Windhoek, considéré comme l'un des plus grands du genre en dehors de l'Allemagne. Les visiteurs y dégustent des plats traditionnels allemands, de nombreuses bières allemandes et écoutent de la musique folklorique allemande. D'autres événements, comme le carnaval, les marchés de Noël et la Saint-Martin, occupent également une place importante en Namibie. On trouve aussi de nombreux restaurants et bars allemands dans les grandes agglomérations. En plein désert, on peut y déguster des plats traditionnels comme la bratwurst, la choucroute, le schnitzel et le kassler. Le pain, les pâtisseries et les gâteaux allemands sont très appréciés dans tout le pays. Enfin, il convient de mentionner les nombreuses brasseries allemandes présentes en Namibie. Aujourd'hui, les divers groupes ethniques coexistent globalement en paix. La Namibie est considérée comme l'un des pays les plus pacifiques d'Afrique. Elle bénéficie d'une démocratie stable, d'un état de droit fonctionnel et d'un développement économique relativement favorable par rapport aux standards africains. Le tourisme est un pilier majeur de l'économie, la Namibie devenant une destination de plus en plus prisée, notamment parmi les Allemands.